Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Tout comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Zimbabwe, le Tchad fait face à des difficultés et se trouve contraint de prendre des mesures pour réajuster son économie. Au Tchad donc, les autorités viennent de décider de suspendre les primes des fonctionnaires au cours des 18 mois à venir, provoquant ainsi la colère des syndicats de ce pays. C'est un total de 16 mesures d'austérité que vient de prendre le pays dirigé par Idriss Déby pour contrecarrer les menaces de crise économique. Total of other 16 measures, including that one to counter a looming economic crisis. Et puis les étudiants et des universités et instituts publics ont eux aussi exprimé leur colère après l'annonce de la suppression des bourses d'études dans le pays, une autre des 16 mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise économique. Avec cette mesure, l'État pourra économiser autour de 7 à 9 milliards. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'enseignement supérieur, Mahamad Borgou, qui estime que les étudiants devraient comprendre la mesure qui finira par bénéficier aux universités. Néanmoins, pour les étudiants, l'argument du gouvernement qui indique qu'il utilisera ces fonds destinés aux bourses à des œuvres universitaires ne tient pas la route. Nous allons en discuter ce matin avec Mahamat Hassan, analyste politique. Bonjour, Monsieur Hassan. Est-ce le début d'un nouveau pic de tension sociale au Tchad, selon vous? Le président Déby lui-même avait annoncé déjà en 2015 que la situation est difficile et qu'en 2016, la situation serait beaucoup plus difficile encore. Aujourd'hui, le gouvernement a connu, et le Tchad vient de connaître, de retomber dans les retards de paiement de salaire à la fonction publique, lesquels qu'à peine 100 000 fonctionnaires de l'État et agents se retrouvent dans une situation précaire, la cherté de la vie et puis tout cela. L'État n'est plus en mesure de faire face à toutes ces dépenses qui, en réalité, constituent un des chapitres les plus importants du fonctionnement de l'État, notamment la masse salariale. Le système scolaire et universitaire est perturbé, largement perturbé. La police a quadrillé la ville de N'Djamena. Partout, nous sommes dans une sorte de tension. Les syndicats appellent à la grève sèche. Alors, le Tchad est vraiment entré dans une sorte de conflit socio-politique assez énorme. Et on souhaiterait que ça ne retombe pas dans des contestations politiques déjà perceptibles depuis les élections dernières. Mais justement, M. Hassan, comment expliquer la défiance persistante de ces derniers mois dans le pays? Écoutez, le problème n'est pas seulement que le Tchad est en crise, ça c'est une réalité, parce que le Tchad, depuis quelques années, depuis 2003, a décidé d'asseoir son développement et surtout le fonctionnement de l'État pratiquement sur les revenus du pétrole. Et ces revenus du pétrole étant fluctuants, le Tchad a pratiquement délaissé un peu en ce qui concerne la gouvernance des finances publiques, la gestion des finances classiques, notamment dues aux impôts et autres droits indirects, la douane et ainsi de suite. Alors là, les Tchadiens, le problème principal, c'est que les Tchadiens dans leur ensemble pensent que c'est une question de mauvaise gouvernance, une question d'impunité des finances publiques, une question de mauvaise gestion des finances publiques et qu'il ne fallait pas que le gouvernement puisse porter cette responsabilité aux petits ménages, aux étudiants et aux fonctionnaires de basse échelle. Voilà, c'est cette conception qui traduit dans la déception et ça monte le degré de suspicion et de tension. Sinon, en réalité, le pays est effectivement en récession économique et financière. Et les membres de la zone CEMAC, les 6 pays membres de la sous-région, comprennent très bien la situation du Tchad qui a épuisé pratiquement ses appels à ses réserves statutaires. Monsieur Hassan, vous avez parlé de mauvaise gouvernance. Selon vous, ces nouvelles mesures prises par l'État pour juguler la crise sont-elles mauvaises? Quand il s'agit de revoir le fonctionnement de l'État, le train de vie de l'État, c'est quand même des mesures salutaires. C'est en fait une sorte de revoir en fait le fonctionnement de l'État, de revoir le gaspillage et de réorienter les priorités en fait et de concentrer les priorités. Bien entendu, on ne touche pas pour le moment. Je n'ai pas écouté qu'on touche les salaires de base. Je n'ai pas écouté qu'on ferme la fonction publique à l'intégration des jeunes diplômés sans emploi. Donc moi je crois qu'il y a un certain nombre de priorités qui doivent être préservées. Mais tout cela devait se faire dans la concertation et surtout arrêter les accusations et les méfiances. Ce n'est pas la peine. Essayer de voir positivement certaines dispositions, certaines mesures prises. Elles peuvent avoir un effet positif dans le cadre
de l'assainissement des finances publiques. Dans le cadre de l'assainissement d'un certain nombre des investissements, il y a des priorités quand même. Et là, c'est une occasion où il faut s'asseoir avec tous les partenaires et de discuter. La seule approche que le gouvernement aurait dû faire, c'est justement de se concerter avec les partenaires sociaux avant de prendre cette décision-là, notamment le patronat, les syndicats surtout, les syndicats de tous les secteurs, bien entendu, y compris les associations des étudiants. Et cela pourrait se faire dans une sorte d'élan national où tout le monde apporte sa part de contribution à ce passage pour que le pays puisse s'en sortir. Et c'est cette remise en confiance qui a peut-être manqué, ou le déficit de communication qui aurait manqué au gouvernement dans le cadre de faire avaler cette pilule assez amère quand même. Bien, c'était Ahmad Mahamat Hassan, analyste politique à N'Djamena, au Tchad. On reviendra sur le Tchad, évidemment, sur notre site internet africanews.com. On se retrouve tout juste après pour le journal de l'Afrique. La Tunisie, félicitée pour ses progrès en matière de droits humains par plusieurs organisations de protection des droits de l'homme, les activistes soulignent néanmoins qu'il reste encore beaucoup à faire pour éliminer la torture. On fait le point. La Tunisie glane des points en matière de respect des droits de l'homme. La situation s'améliore progressivement dans le pays depuis la révolution qui a chassé du pouvoir le régime du président Ben Ali il y a 5 ans. C'est le constat fait ce mercredi par le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme qui pense toutefois que le pays peut faire davantage. En Tunisie, la torture soit éliminée. C'est le respect de l'intégrité physique, le respect de la droit de la défense, le respect de la presse totale. Il y a un avancement, il y a un progrès, mais on pourrait mieux faire. Un appel du genre avait été lancé la semaine dernière par un collectif d'associations tunisiennes. Ces membres demandent aux autorités de réviser l'arsenal législatif du pays afin de mettre fin aux discriminations dont sont victimes les homosexuels. Le meurtre du journaliste somalien Abdiaziz Ali ne doit pas devenir une autre statistique. Déclaration du Comité pour la protection des journalistes qui a demandé au gouvernement somalien d'ouvrir une enquête crédible après la mort du journaliste ce mardi. Les journalistes continuent de faire les frais de l'instabilité qui règne en Somalie. L'un d'eux a encore été retrouvé mort mardi. Abdiaziz Mohamed Ali, journaliste d'une radio de Mogadiscio, a été tué par des hommes armés non identifiés. Ces obsèques ont eu lieu mercredi. Nous exhortons le gouvernement somalien, qui est responsable de la sécurité, à arrêter ceux qui sont derrière l'assassinat de ce journaliste. Un journaliste n'est pas armé, mais il travaille pour le peuple somalien. Alors, il n'est pas acceptable d'entendre tous les jours qu'un journaliste a été tué. Les assassinats de journalistes sont principalement imputés aux islamistes Chebab. Classé à la 167e position sur 180 pays au classement 2016 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, la Somalie est un des pays les plus dangereux pour les professionnels des médias. Selon le Comité pour la protection des journalistes, 45 journalistes somaliens ont été assassinés dans le pays entre 2007 et 2015. Et puis au Nigeria, réouverture des écoles fermées pendant 2 ans du fait des conflits à Borno, au nord-est du pays. Cette localité a été victime, on le sait, des attaques du groupe islamiste Boko Haram. Borno has suffered greatly in the hands of the Islamist militant group. Now, and we prepared a report. Suivez ce sujet concocté par la rédaction. Les élèves du secondaire de l'État de Borno au nord du Nigeria ont repris le chemin de l'école lundi. Cette réouverture des classes intervient après 2 années blanches provoquées par les actions du groupe Boko Haram. L'État avait ouvert les écoles primaires l'année dernière, mais les établissements du secondaire occupés par les déplacés étaient restés fermés. Je lance un appel au gouvernement de l'État de Borno et au gouvernement fédéral pour qu'ils nous viennent en aide afin que le camp soit relocalisé, afin que nos élèves puissent retourner dans leurs différentes écoles. Selon l'Organisation des Nations Unies, les violences perpétrées par Boko Haram au nord du Nigeria ont contraint plus d'1 million d'enfants à quitter l'école.
Lorsque l'école a été fermée, je ne faisais que rester à la maison à ne rien faire. Et cela m'ennuyait parce que l'école a été fermée à cause du camp des personnes déplacées. Maintenant, je suis très heureuse parce que j'ai une école et on nous enseigne des choses très importantes. Cette reprise se déroule cependant dans un contexte sécuritaire encore fragile.